Bonjour à tous, merci de votre présence nombreuse à ce nouveau webinaire de l'Union TLF. Donc, je suis Nancy Noël, déléguée générale adjointe en charge des affaires sociales de l'Union TLF et je suis accompagnée de Sophie Nivet, notre responsable des affaires sociales. Pas besoin de vous le dire, les congés payés ont fait l'objet de nombreux échanges et de questions entre vous et nous, ainsi qu'avec le MEDEF qui a agi très intensément sur le sujet. Notre animatrice Marie-Laure Taragano, à qui je laisse la parole dans quelques instants, vous le confirmera, je pense, le maximum a été obtenu. Il est guère probable que l'on puisse obtenir plus. Donc voilà, ce webinaire est animé par Marie-Laure Taragano, qui est avocate expert et du cabinet DTMV, que je remercie. Si tu peux passer la diapo suivante, comme ça je fais le petit rappel des consignes et je te laisse la parole. Bien sûr. Voilà, quelques petites règles techniques pour la bonne tenue de ce webinaire, puisque nous sommes très nombreux aujourd'hui. Donc, nous désactivons vos micros, mais si possible, faites-le vous-même. Le risque de questions, il y aura beaucoup de questions certainement, mais pour que ça se passe bien, on vous suggère de les poser dans le chat et je m'en ferai le porte-parole. Ce webinaire va être enregistré avec votre accord pour être diffusé sur la partie adhérent de notre site internet. On vous remercie de votre compréhension. Et donc, Marie-Laure, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci Nancy, merci de votre confiance. Bonjour à tous. Effectivement, sur ce sujet qui a fait multe tumulte et qui a angoissé nombreuses entreprises, petites, grandes et moyennes. Donc effectivement, le MEDEF s'est énormément mobilisé. La CPME s'est énormément mobilisée également suite à ces arrêts sans précédent de la Cour de cassation. Donc la genèse, vous l'avez eu, je vais être très rapide dessus. La genèse, c'est ces arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui, pour la première fois, donne une décision alignant la jurisprudence française sur les règles de la Cour de justice européenne et qui, sans précédent, donne désormais un droit à l'acquisition de congés payés pendant maladie. Donc, ces arrêts de la Cour de cassation, vous en avez entendu parler, c'est l'origine de la genèse, c'est l'origine de cette angoisse, c'est l'origine de ces prévisions de 2 milliards par an pour les entreprises approvisionnées. C'est le droit à acquérir des congés payés pendant une période d'arrêt maladie, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle. Revirant là, je vous rappelle, le droit français avant ces arrêts et la loi qui était, on le sait tous, uniquement l'acquisition de CP pendant la maladie pro ou l'accident de travail et encore gapé à 1 an. Donc, c'est un séisme. Le droit à congé payé pendant toutes les maladies, le droit à congé payé ensuite désormais au-delà de la durée d'1 an, qui était gapé avant à 1 an, je vous rappelle, uniquement pour les arrêts de travail et maladies professionnelles, et une prescription du droit qui ne court désormais par ces arrêts de la Cour de cassation qu'à partir du moment où l'employeur a mis en mesure le salarié de les prendre. Alors, en résumé, une réforme par rapport à ces arrêts de la Cour de cassation septembre 2023 avec une loi du mois d'avril 2023. On a eu donc Cour de cassation, la Cour de justice européenne qui confirme cependant, après avoir été saisie, qu'on peut faire des mesures différentes sans qu'il y ait de discrimination entre la maladie, je ne vais pas dire normale, mais non pro ni accident du travail, et la maladie pro. Donc on va pouvoir aboutir en droit français en appliquant néanmoins le droit européen à une différence de traitement sans qu'on puisse considérer que ça soit discriminatoire. Conseil constitutionnel qui revient, Conseil d'État qui est interrogé par le gouvernement Attal, et au journal officiel, une loi avec un processus, en fait, c'est inédit, une loi qui est rendue en 1 mois, puisque 18 mars, l'Assemblée nationale est saisie, 4 avril, commission mixte, le 9 avril, le Sénat, le 10 avril, l'Assemblée nationale, pas de saisine du Conseil constitutionnel. Je précise néanmoins que l'histoire n'est peut-être pas finie, il peut y avoir une QPC, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de saisine à ce jour et une publication de la loi en avril 2023. Donc, c'est inédit. On a une loi qui a tenté de qui a régularisé et qui a mis des mesures en moins d'1 mois et 10 jours. Alors, cette loi, effectivement, elle a mis un terme à l'incertitude et à l'épée Damoclès qui pesait sur les employeurs depuis 2009. Je vais m'expliquer sur la loi 2009.
Et à défaut d'une loi de validation qui avait été demandée par le MEDEF et qui aurait permis d'empêcher toute action en paiement rétroactive antérieure au 13 septembre 2023, parce que c'était quand même la demande du MEDEF, on a une solution qui est écartée par le Conseil d'État. Elle est trop fragile, parce que ce n'est pas conforme au Conseil constitutionnel, mais avec quand même une loi qui pose 2 délais, des prescriptions, des obligations de report et d'information, et finalement un droit de purge des compteurs CP, tout avec ce délai de report que je vais expliquer. Alors finalement, les grandes nouveautés de cette loi sur lesquelles je vais m'étendre, je vais vous rappeler les principes de cette loi, et après on va aller crescendo, je vais vous donner des exemples très précis avec schéma et infographie pour vous aider à comprendre. Alors la grande nouveauté de la loi, vous le savez désormais, c'est un nouvel article 31-41-5 qui dit que désormais, la phrase, c'est que la maladie est désormais considérée comme du temps de travail effectif. C'est du temps de travail effectif et donc qui donne droit à l'acquisition de congés payés pendant la maladie, à raison, avec une différence, comme je vous le disais, qui est validée par la CJCE, de 2 jours ouvrables par mois en cas de maladie non professionnelle, plafonnée à 24 mois, autre gap différent, et 2 jours et demi ouvrables par mois en cas d'accident de travail et maladie professionnelle. Donc, il y a 2 différences, 24 jours de plafond pour les maladies non pro et AT, et 2 jours donc ouvrables par mois, et 2 jours et demi par mois qui ne sont pas capés, et on arrive à la limite des 25 jours. Donc, on a ces deux délais. Concrètement, ça va impliquer dans vos structures que vous allez évidemment devoir mettre en place, si ce n'est déjà fait, en tous les cas depuis la loi du mois d'avril, 2 compteurs de congés payés. Un compteur pour comptabiliser les jours de congés acquis selon les règles d'acquisition, 2 jours et demi ouvrables par mois, c'est-à-dire temps de travail normal. Je ne vais plus dire temps de travail effectif, puisque la maladie est désormais du temps de travail effectif. Donc, 2 compteurs, un qui comptera les maladies pendant AT et maladie pro et travail effectif normal, et un compteur de 2 jours de congés payés par mois pour les maladies non professionnelles ni accidents du travail. Prenons l'exemple de Madame Dupont. Elle a travaillé 8 mois. Les exemples vont être crescendo pendant la période de référence et elle a été absente uniquement 4 mois pour maladie non professionnelle. Va donc acquérir pendant 8 mois 2 jours et demi normal, puisqu'elle a travaillé effectif normal, et elle va avoir un deuxième compteur pour les 4 mois d'absence pour maladie non professionnelle. Elle a 4 fois 2 jours, classiquement. Donc, ce qui va lui donner un droit acquis à congé de 28 jours ouvrables. Je vais parler d'une particularité de la loi tout à l'heure, c'est que pour tous les compteurs que vous ferez en rétroactif avant la loi de septembre 2023, les rappels de CP sont gapés à 24 jours et non pas à 28 s'il y a un cumul CP effectif ou non, mais je m'en expliquerai tout à l'heure. Donc, première nouveauté de la loi, c'est effectivement l'acquisition des congés payés. Alors, un petit rappel pour vous, avec une particularité dans votre convention collective, c'est que votre convention collective, elle pose des dates d'acquisition qui peuvent être différentes. Normalement, je vous le rappelle, on a 2 périodes qui existent en matière de congés payés. On a une période d'acquisition des congés payés qui est classiquement du 1er juin au 31 mai. Par exemple, on prend 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Et vous avez ensuite la période de prise de congés payés qui est du 31 mai 2024 à 31 mai 2025. Donc, il faut avoir ça en tête. Vous avez une particularité, vous, dans votre convention collective, pour les sociétés qui sont tenues d'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés. Je vous rappelle que pour les sociétés qui adhèrent à une caisse de congés professionnels de congés payés, les dates, elles sont avancées et elles ne sont pas du 1er juin au 31 mai, mais elles sont du 1er avril au 31 mars. C'est important parce que sur les infographies, les exemples que je vais donner, on va partir très classiquement de la période d'acquisition classique du 1er juin au 31 mai
et la période de prise qui s'ouvre sur l'année N+1. Mais attention pour les entreprises qui doivent justement s'affilier, enfin qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle. Donc, si on est en arrêt de travail 8 mois au cours de la période de référence, je vous rappelle, pendant les 8 mois de la période arrêt de travail, je fais l'inverse de tout à l'heure, en maladie non professionnelle, je vais acquérir 2,5 jours de congés payés par maladie et 2,5 pour les jours où je ne serai pas en maladie. Et donc là, on est à 26 jours, on va arrondir aux 29 jours. Je vous rappelle que, encore une fois, pour les périodes qui sont antérieures à la loi, il faudra plafonner à 24 mois. Donc ça, c'est la première nouveauté de la loi, c'est les 2 jours ouvrables, les 2 jours et demi ouvrables, différence, avec un gap de 24 mois jusqu'à la loi. Ensuite, notre nouveauté de la loi, c'est les délais de report. Et effectivement, comme dit Nancy, c'est un délai de report de 15 mois. On a des nouveaux articles dans la loi qui sont ainsi libellés 3141-19.1. C'est le salarié qui est empêché de prendre ses congés payés du fait d'un arrêt maladie bénéficie désormais, c'est dans le Code du travail, d'une période de report de 15 mois pour les utiliser. Le délai commence à partir du moment où le salarié est informé de ses droits. Donc, warning, évidemment, la charge et l'imputabilité de la charge de la preuve de l'information du salarié sur ce délai de report repose exclusivement sur l'employeur. Donc, il va falloir effectivement tenir compte de cette obligation. Et par contre, nouvel article avec un sous-alinéa 19-2, lorsque le salarié, par contre, est en arrêt depuis au moins 1 an, c'est à la fin de la période de référence qui va donc différencier selon que vous êtes affilié à une caisse de CP ou non, que commencera automatiquement à courir ce délai. C'est le deuxième délai. Et ensuite, en synthèse sur la loi, mais je vais développer chacun de ces éléments, on a ce délai de 15 mois de report, ce délai d'1 mois d'information que je vais détailler, et vous avez 2 nouveaux délais, forclusion et prescription, qui sont 2 termes juridiques radicalement différents. La forclusion s'appliquera aux salariés en poste. La forclusion, ça veut dire que passer un délai de forclusion qui est de 2 ans posé par la loi, à partir de la publication de la loi du 24 avril et qui nous amène jusqu'au 24 avril 2026, un salarié en poste ne pourra plus réclamer les arriérés de congés payés. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir régulariser ou non. Ça, c'est la forclusion. Et un autre terme qui est la prescription, qui est pour le salarié qui n'est plus en poste. Le salarié qui est parti en retraite ou dont le contrat de travail a été rompu pour quelque raison que ce soit, lui a un délai de 3 ans pour agir et réclamer son arriéré de CP. Voilà les grandes nouveautés de la loi, avec évidemment une indemnité de calcul, la méthode du 10e, qui doit être pris en compte à hauteur de 80% lorsqu'on sera à 2 jours et non pas 2 jours et demi par mois. Donc, le salarié acquiert ses jours de CP, c'est résumé sur cette slide. Vous avez un exemple concret. On adapte le calcul de l'indemnité de congé payé aux 80%. Et sur le rappel, je vous rappelle, on calcule le mois, c'est 1 mois de travail effectif. En équivalent, c'est une période de 4 semaines ou une période de 24 jours de travail. Je détaillerai ensuite, après, si vous avez des questions, sur la notion de jour ouvrable ou ouvré, parce que ça peut poser effectivement des règles d'équivalence qui ont été tranchées. Sur les règles de pause, je vous les ai expliquées. Je le défile après parce que je voulais que vous m'écoutiez avant de vous montrer les slides. Ça, c'est alors sur l'information de ce délai de report de 15 mois. De 15 mois, l'employeur dispose d'un délai d'1 mois suivant la reprise du travail pour informer le salarié. Double information, une information sur le nombre de jours de congé qu'il a acquis, dont il dispose, qui s'est ajouté sur son compteur temps par la maladie, et une information évidemment obligatoire sur la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
La période de report des 15 mois démarre à la date de la réception de l'information. Sur les modalités de l'information, le législateur n'a pas été éloquent et n'a rien précisé, mais toute la doctrine s'entend pour dire que ça peut évidemment être fait par une mention sur le bulletin de paye. Donc, une simple mention sur le bout de paye, ça vaudra information, quelle que soit la durée de l'arrêt. Il va donc bénéficier de ce report de 15 mois et il va y avoir une dérogation pour les salariés à la fin de la période d'acquisition qui ne sont pas revenus. Le délai de départ de ce délai de 15 mois est différent. On va commencer sur les infographies. Je vous donne un premier exemple qui est ma première hypothèse, le mémo de synthèse sur ce délai de report. Vous avez des CP qui sont acquis automatiquement, je viens de vous l'expliquer. Au bout de 15 mois, il a 15 mois à partir de son reprise. On part de l'hypothèse du salarié qui est absent depuis au moins 1 an, donc longue maladie, et à la fin de l'expiration de la période d'acquisition des CP, il est encore en maladie. Que se passe-t-il? Soit il reprend son travail avant l'expiration du délai de 15 mois. Là, vous, employeur, vous devez informer le salarié du nombre de jours de CP et de la date butoir de prise. Soit le salarié reprend son travail après l'expiration du délai, les CP sont reportés, mais perdus s'il prend après l'expiration du délai. Cela veut dire, vous l'avez bien compris, que l'angoisse des employeurs est éteinte. Il n'y a pas de droit perpétuel au report des CP. Les droits à CP seront ainsi purgés. Il n'y a pas un compteur à vitam aeternam qui va se reproduire. Je prends une autre hypothèse. Le salarié est absent moins d'1 an pendant la période d'acquisition des CP. Donc, avant l'expiration de la période des CP, il lui reste à prendre des CP à prendre sur cette période. Soit l'employeur peut les lui faire prendre, il n'y a pas de report, puisque la période n'est pas terminée ni d'acquisition, soit l'employeur ne peut pas lui faire prendre, et là, il lui notifie et il fait jouer le délai de report de 15 mois. Et évidemment, qui jouera à partir de l'information qui, encore une fois, pèse sur l'employeur. Voilà les règles de report. Attention, 2 précisions pour les arrêts de travail de courte durée. Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident de prendre au cours de la période, donc il bénéficie d'un report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser, c'est poser la question de savoir également si ce report se posait également sur les CP acquis avant maladie, mais qu'il n'a pas pu prendre du fait de la maladie. Cette question est également tranchée et au choix à l'employeur, si le salarié revient pendant la période de prise, de lui accorder un report ou non. C'est-à-dire que vous avez compris, il y aura la question non seulement des CP acquis avant maladie, qu'il faudra prendre, reporter ou non, et les CP acquis pendant maladie, qui font l'objet d'un report ou non, selon le retour ou pas avant la fin de la période d'acquisition dans la période de prise. Petite particularité en ce qui concerne les arrêts de travail de longue durée, le principe du report est maintenu, je vous l'avais annoncé dans la synthèse des réformes de la loi. Cependant, la date de début du délai de report est modifiée. Elle débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle les congés payés ont été acquis. Donc là encore, attention, si vous êtes une entreprise affiliée à une caisse de congés payés, les infographies que je vous présente sont les périodes d'acquisition normales, mais c'est décalé à mars si vous dépendez d'une caisse de congés payés et telle que visée dans votre convention collective. Voilà sur les règles de report. Alors, ces règles de report, quelques précisions avec des hypothèses concrètes. Un peu plus compliqué. Le salarié est en arrêt de travail moins d'1 an et reprend son travail au cours de la période d'acquisition. Donc là, vous avez une infographie. Il a la période, je la rends du 1er juin au 31 mai 2025. Il a normalement acquis 30 jours ouvrables qu'il pourra prendre sur la période d'acquisition. Il a un arrêt de 3 mois dans la période de prise. Dans cette hypothèse-là, le délai de report ne va pas jouer. Pourquoi? Parce que le salarié, a priori, n'est pas dans l'impossibilité de prendre ses congés payés. Donc, il les prendra du 31 mars 2024 au 31 mai 2025. Il n'y a pas
normalement de report. Un autre exemple, le salarié est en arrêt de travail moins d'1 an à la date de la fin de la période de référence et il va reprendre son travail après l'expiration de la période d'acquisition des congés payés. C'est le deuxième cas que je vous avais donné. Dans ce cas, le salarié il est absent pendant 1 an, mais en décalage par rapport aux périodes d'acquisition que je vous ai rappelées. Donc, dans ce cas-là, le délai de report ne commence à courir qu'à compter de l'information qui sera délivrée par l'employeur, encore une fois, de son compteur et du délai jusqu'à laquelle il pourra les reprendre. Et là, dans notre cas très précis, le délai de report, il sera de 15 mois à compter du 1er avril 2025 jusqu'au 30 juin 2026, d'où les 15 mois. Je ne sais pas, Nancy, si tu suis un peu les questions au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu veux qu'on fasse une pause des questions ou si on les balaye à la fin. Oui, comme vous voulez. On fera à la fin. On continue les exemples parce que sauf si vous avez des questions, mais c'est vrai que là, je vous donne des exemples très techniques, très précis, avec des dates. Comme ça, c'est plus parlant. Autre hypothèse, on a un salarié qui est en arrêt de travail plus d'1 an à la date de fin de la période de référence, d'acquisition, et il va reprendre son travail avant l'expiration du délai de report. Alors, dans cette hypothèse, le délai de report de 15 mois de congé acquis normalement au 31 mai 2024 commencera automatiquement à courir le 1er juin 2024 sans que l'employeur, c'est la règle opposée par la nouvelle réforme, ne soit tenu à une obligation. Cependant, le salarié qui revient travailler avant l'expiration du délai de report, celui-ci, le délai de report va être suspendu jusqu'à ce que l'employeur lui ait notifié ses droits au salarié. Toujours la double information. Celui-là, je vous l'ai déjà expliqué. Alors, on va donner encore un exemple. Avant son arrêt maladie, un salarié disposait de 6 jours de CP acquis avant la période d'acquisition 1 et à prendre jusqu'au 30 avril. Donc ça vous règle le cas des CP acquis avant maladie en travail effectif, auxquels vont s'ajouter les CP, donc les CP acquis au titre du travail effectif de jour et demi, auxquels vont s'ajouter les CP acquis au cours de la maladie. Et bien dans ce cas-là, vous avez les 2 jours pour la période de maladie de CP pendant la période 1 qui s'ajoutent aux CP acquis pendant maladie et qui seront à prendre avec un délai de report qui va commencer en juin 2025 et s'arrêtera en 2026. C'est le 5e exemple. Un autre exemple, le salarié qui est malade moins d'1 an sur différentes périodes. Là, ça va être des casse-têtes incroyables. C'est-à-dire sur une même période, on l'a déjà vu, il est malade plusieurs fois sur une période d'acquisition N, moins 1. Et là, vous avez un salarié qui est malade des petites périodes sur différentes périodes d'acquisition avec des reports à chaque fois des 15 mois. Donc, vous avez une infographie. On imagine que sur la période 1, on a un premier arrêt de travail. On imagine que là, sur la période d'acquisition, bien sûr, la P2, on a un autre arrêt de travail. Et comment se calcule? Vous avez l'infographie qui vous précise bien que les CP font l'objet d'un report, mais comme je vous le disais tout à l'heure, non pris purgé. Il n'y a pas un report ad vitam aeternam des droits, sauf si le salarié revient pendant la période, avant l'expiration de la période, il pourra solder ceux qui sont sur compteur reporté, mais il n'y a pas un compteur illimité de report de CP. Là, c'est exactement la même chose. Sauf que le salarié, il est malade moins d'1 an sur différentes périodes et il est également absent sur des périodes de prise. Vous avez les mêmes règles qui s'appliquent et avec un délai de report qui s'appliquera. Je précise que toutes ces infographies, ces modèles vont vous être communiqués par le syndicat parce que c'est vrai que moi, j'ai travaillé dessus, les exemples sont concrets, mais tous ces modèles vont vous être communiqués par le syndicat. Comme ça, vous pourrez très attentivement les lire. Je suis obligée, comme j'ai un temps limité, d'avancer les différents exemples. Mais c'est vrai que moi, je me suis pris la tête dessus, c'est très technique. Donc, il va falloir bien s'imprégner de tout ça sur les différentes méthodes. Et un dernier exemple, encore plus compliqué.
où vous avez un salarié qui est malade depuis plus d'un an, du 1er février 2024 au 31 juillet 2025, c'est le cas de l'arrêt en longue maladie, avec la particularité, je vous avais dit, la loi qui prévoit que le report débute à la date à laquelle la période d'acquisition s'achève, donc report du délai de 15 mois à la fin de la date d'acquisition. Et dans mon hypothèse, vous avez même des maladies pendant le report de cette période d'acquisition, avec un report là jusqu'à novembre 2027, dans le cas précis, puisqu'il est malade jusqu'au 31 juillet 2025. Donc, ces reports, ces règles de report, ça va être des compteurs temps dans vos entreprises, ça va être des vraies prises de tête, ça va être des prises de tête encore plus compliquées si vous avez des périodes d'acquisition qui sont différentes, puisqu'il faut paramétrer. J'ai pas mal d'entreprises qui commencent déjà même à imaginer de caler période de prise, période d'acquisition, période de compteur CP pour forfait jour, pour que ça soit un peu plus simple. Donc, c'est à réfléchir également. Il n'empêche que dans vos entreprises, vous avez déjà dû le faire en tous les cas depuis 2023, paramétrer 2 compteurs CP, 2 jours et demi, 2 jours, et veiller au paramétrage pour les informations obligatoires. Donc ça, c'était sur les reports et les différentes ventilations de jours et demi, 15 mois, longue maladie, pas longue maladie, avant retour, période fin d'acquisition ou non. Ensuite, l'autre grande nouveauté de la loi, c'est, comme on dit, la rétroactivité. Pourquoi parle-t-on de rétroactivité? Je vous rappelle les 2 règles, comme je vous l'ai expliqué. Rappel des congés payés depuis le 1er décembre 2009. C'est ça qui a fait trembler toutes les entreprises, parce qu'effectivement, les TPE, PME, ETI étaient, en tous les cas, les TPE, PME qui n'avaient pas provisionné, évidemment, personne ne l'a fait, étaient menacés de cessation et de liquidation. Les ETI à voir, les grandes entreprises, très compliquées aussi parce que non provisionnées. Et comme je vous le disais, la loi a limité très considérablement les dégâts en se calant sur la loi européenne et dispositions jurisprudence de la Cour de justice européenne. Elle a certes visé la loi de 2009, le traité de Lisbonne. Je vais vous expliquer pourquoi on parle de 2009. Mais voilà la règle. Si le contrat est en cours, le salarié peut certes réclamer les congés acquis au cours des périodes d'arrêt depuis le 1er décembre 2009, mais pour le salarié en cours, il y a le délai de forclusion de 2 ans. Le délai de 2 ans de forclusion, c'est celui que je vous ai expliqué tout à l'heure et qui fait que le salarié, jusqu'à avril 2026, il peut vous présenter des arriérés de CP qu'il a eu depuis 2009, mais dès lors que vous l'aurez informé de son compteur, alors se posera la question, c'est mes préconisations, qu'est-ce qu'on fait sur les arriérés avant 2023? Je vais vous en expliquer. En tous les cas, le salarié en poste, il ne peut agir que jusqu'à 2026, avril 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans toutes vos entreprises, moi je travaille pour certaines, on a déjà reçu, depuis ces arrêts de la Cour de cassation de septembre 2023, des saisines CPH avec des demandes d'arriérés de CP. Tous les avocats travaillistes, en tous les cas côté employeur, ont fait traîner les BC, les BJ, en expliquant très clairement qu'on attendait les dispositions législatives. Donc, on a pu faire traîner les bureaux de jugement pour pouvoir conclure. Évidemment, maintenant, on conclut en réponse au vu de cette loi et des dispositions qui sont très claires. Toujours est-il que jusqu'à décembre 2026, il va y avoir une flopée de procédures, sachant que les avocats travaillistes côté salariés diffusent sur Internet, sur les sites et autres, les modèles de courrier et les formulaires CERFA pour réclamer l'arriéré. Donc, jusqu'à 2026, il va y avoir une flambée de procédures pour les arriérés. Sur mes préconisations, on verra si, avec les OS, si elles n'agissent pas trop, vous faites les calculs, vous intervenez ou pas. En tous les cas, forclusion de 2 ans pour le salarié à agir. Alors, pourquoi cette loi de 2009? Juste très rapidement, parce qu'il y a une directive européenne qui date de 1996, qui dit que tout travailleur, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, je vais revenir en arrière, a un droit effectif à congé payé annuel de 4 semaines. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs dans cette loi d'ADU de limiter à 4 semaines. Vous avez ensuite la Charte des droits fondamentaux qui dit que le congé payé n'est pas lié à la notion de travail effectif, mais à la notion de salarié, de travailleur.
d'où cette loi. Vous avez ensuite la directive qui a transposé avec le traité de Lisbonne 2009, voilà la date de 2009, qui a dit que cette charte des droits fondamentaux rendait obligatoire dans tous les pays de l'UE cette obligation de droit ACP et donc ces dispositions obligatoires. Et ensuite, vous avez eu 2 arrêts qui imposaient l'arrêt Bussen dont vous avez dû entendre parler, l'arrêt Bectu. Premier arrêt qui dit de la Cour de justice européenne que les États doivent absolument prendre les mesures, dispositions obligatoires pour permettre à tout salarié qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas à un droit acquis au congé payé. Et 2009, c'est l'affaire Schulz, le droit au congé annuel conféré par la directive ne peut pas être subordonné par un État, c'était notre cas, l'État français, à du travail effectif. Voilà pourquoi 2009. Et on ne pourra pas faire autrement, sauf à ce que, pour répondre à Nancy tout à l'heure, avec cette loi, il y ait désormais du lobbying au niveau européen. Je vais m'en expliquer après. Soit il y a du lobbying au niveau européen, je vais très brièvement anticiper en disant que c'est la perte de notion de salarié. Dans vos entreprises, il y a de plus en plus, pour la petite messagerie, dès l'auto-entrepreneur et autres, soit les organisations salariales au niveau européen à Bruxelles se saisissent d'une diminution du statut de salarié et du coût, mais j'anticipe, revenons-en au délai de forclusion qui est donc de 2 ans. Le salarié en poste peut remonter certes jusqu'à 2009, avec toujours l'écran des délais de report. Il n'y a pas un droit à vitam aeternam. Les droits non pris, évidemment, dès lors qu'il y a eu l'information, sont purgés. Et vous avez ensuite un délai de prescription de 3 ans pour le salarié qui est en poste. Alors, le salarié qui est en poste, finalement, il pourra agir à partir de la loi si son contrat de travail est rompu depuis moins de 3 ans. Alors, le législateur n'a pas précisé s'il peut agir dans les 3 mois, ça s'est posé, mais s'il peut rétroagir pour l'arriéré de CP sur les moins pour plus que 3 ans. Toute la doctrine s'entend à dire qu'il ne pourra réclamer un arriéré que sur les 3 années précédentes. Donc, voilà l'infographie qui vous résume très clairement pour la prescription. Donc, on n'est pas là en forclusion, mais en prescription pour l'ancien salarié. Le salarié qui va décider d'engager une action, par exemple, en août 2024, le temps que la loi monte au cerveau, il est admissible et recevable à agir si son contrat n'a pas été rompu avant août 2021. Toute action portant sur un contrat rompu avant août 2021 est irrecevable. C'est une simple irrecevabilité. Donc, vous avez bien compris, quand vous allez recevoir les demandes, la vigilance et l'ultra-vigilance, c'est quoi? Regardez les dates, les délais, les éventuelles informations. Regardez, je vais vous dire sur les préconisations, si les CP revendiqués ne sont pas liés, par exemple, à la maternité qui était prévue dans votre CCN. Est-ce que c'est des congés qui étaient déjà payés au titre de l'accident du travail sur la première année? Tout ça, c'est les warnings qu'il faudra vous mettre en place. Voilà sur le délai de forclusion et de prescription. Donc, en conclusion, vous avez bien compris, le législateur, il a certes tranché. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne vous a pas simplifié la tâche. C'est-à-dire qu'il ne va pas dans une direction qui est pourtant voulue par le législateur ou le gouvernement français de simplification des démarches pour les entreprises en matière de gestion. Par contre, très clairement, il a considérablement limité les dégâts tout en mettant en conformité avec des verrous. Les verrous, c'est ce que je vous ai indiqué, les 2 délais nouveaux, 15 mois, 15 mois de report, 1 mois d'information, des prescriptions, 3 ans et forclusion, 2 ans. Et en gros, 2 phrases, il faut que vous reteniez de cette loi. Désormais, la maladie est du temps de travail effectif et on acquiert des congés payés, certes, mais pas celle délai de report si l'information a été bien faite. Les droits à congés payés sont purgés. Ça veut dire que si l'information est faite, il n'y a pas un droit perpétuel à congés payés. Les droits sont purgés. Alors, c'est une loi qui est considérable. Je vous rappelle que le MEDEF avait chiffré le coût de cette réforme. Le coût de cette réforme, si on n'avait pas eu cela, c'est 2 milliards par an pour les entreprises. C'était effectivement la liquidation, la cessation pour les petites entreprises et les grandes entreprises.
Donc, effectivement, c'est une loi qui est satisfaisante. Alors maintenant, les préconisations et des pistes. Évidemment, la première préconisation que vous avez, j'imagine, fait depuis 2023, c'est le paramétrage des logiciels de paie pour intégrer l'acquisition des jours de congés payés à minima depuis septembre 2023. Une autre préconisation que je mets en place et que je vous invite à faire, sauf à ce qu'il n'y ait pas de désorganisation, parce qu'il faut bien comprendre que ces CP, même si tous les salariés, fort heureusement, ne sont pas en maladie, ils sont consciencieux, ce n'est pas le sujet, il va y avoir des arrêts, des congés payés maladie qui vont être pris sur les mois à venir. Se pose la question de l'intérêt ou non, je pense que ça peut être intéressant de dénoncer les éventuels usages ou accords collectifs existant dans vos entreprises, autorisant le report des CP d'une année à l'autre. Soit vous avez un accord collectif, organisons l'accord collectif, soit vous avez un usage, n'oubliez pas de le dénoncer. Cet usage doit être dénoncé parce que je vous rappelle qu'il va y avoir énormément de CP sur les 2 années à venir, de report des années précédentes qui peuvent, comme il n'y a pas eu d'information, qui vont forcément remonter, donc jusqu'à 2009. Donc, il va y avoir des compteurs CP qui vont désorganiser. Je recommande vraiment, rappelant aux OS qu'on peut dénoncer un usage pour faire face à cette loi sans précédent que vous n'avez pas provisionnée, ni financièrement, ni concrètement stratégiquement dans l'organisation de votre entreprise, et qu'il en va voir de la survie, en tous les cas de la sauvegarde de la compétitivité de vos entreprises, de dénoncer les usages éventuels de report de CP. Alors, je vous rappelle, si c'est un usage, dénonciation collective et individuelle, obligatoire pour la validité même de la dénonciation. Pour, évidemment, les salariés en poste, procéder à une information sans délai des salariés malades. En tous les cas, ma préconisation, c'est depuis septembre 2023. Ma préconisation, ce n'est pas forcément immédiatement d'informer les salariés de leur droit à report sur avant 2009. Ma préconisation, sauf si les OS vous demandent quelle est votre position et vous mettent en demeure de notifier à chacun des salariés leur droit à CP rétroactivement pour faire jouer le délai, qui d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, peut être allongé quand je vous parle de dénoncer les usages parce que ça va désorganiser vos entreprises. Je vous rappelle, je l'ai juste passé très rapidement parce que j'ai beaucoup d'informations à vous communiquer, que ce délai de 15 mois, et dans s'il y a raison, 15 mois, vous pouvez l'agrandir par accord collectif, parce que si ça désorganise trop vos entreprises, l'accord collectif peut amener à un délai supérieur. En tous les cas, évidemment, procéder à l'information des congés payés acquis depuis 2003 pour maladie. Je ne vous conseille pas forcément de notifier tout de suite, mais évidemment d'attendre des procédures. Et évidemment, pas d'aller en procédure, je ne vous vends pas les procédures, mais d'examiner les requêtes, parce que moi, j'en ai plein qui me sont arrivés pour certains de vous et dans d'autres branches où je travaille. Les salariés, ils ne savent pas forcément 2 jours et demi, 2 jours. Je décompte, j'ai plusieurs compteurs. Donc, finalement, ils vous présentent des demandes des CP grosso modo et qui méritent un examen attentif. N'allez pas plaider jusqu'à plaider, mais par contre, dès le BC ou avant, vous faites vos calculs et vous soldez, voire même, si vous êtes un peu stratégique, dans l'intérêt tant du salarié que de l'employeur, je vous préconise, dans le cadre du bureau de conciliation, parce que CP, c'est chargé, évidemment, c'est 47% de charge. Donc, voir l'opportunité, moi je l'ai fait, ça passe. Les 2 parties sont très contentes de faire un sorte de procès-verbal de conciliation, c'est-à-dire de verser en indemnité transactionnelle l'arriéré. On fait semblant de contester et on se met d'accord sur un montant de dommages et intérêts et c'est non chargé. Donc, ça, à vous de voir et non imposable, évidemment, pour l'employeur. Alors, autre préconisation, c'est, vous avez compris que les accidents du travail font jouer le compteur bien plus vite. Donc, soyez attentifs aux déclarations d'accident du travail, de voir s'il faut contester, pas contester. Parce que le salarié, lui, maintenant, fort de cette information très diffusée, il sait qu'il acquiert 2 jours et demi et non pas 2 jours par arrêt. Alors, je ne dis pas que les AT sont automatiquement reconnus. En tous les cas, vigilance sur les AT et les éventuelles contestations. Une autre préconisation, vous avez un délai de carence qui est conventionnel, effectivement, dans la convention collective.
que ce soit dans les annexes 1, 2, 3, ouvriers, agents de maîtrise et autres. Vous avez éventuellement peut-être des délais de carence dans vos entreprises différents de la CCN. Je vous rappelle le renversement de la hiérarchie des normes. Vous pouvez avoir des accords collectifs différents d'entreprises différentes de la CCN, mais enfin très souvent dans vos entreprises, pour en connaître certaines, vous avez l'engagement de l'employeur de régler les jours de carence. Vous pouvez très bien imaginer le temps de purger jusqu'à 2026, par exemple, de dénoncer les accords collectifs, voire les usages, de régler les jours de carence pour faire face à ces provisions que vous n'avez peut-être pas faites. Et voilà, c'est quelque chose à faire. Évidemment, dans les NAO, je ne vous dis pas de sanctionner les augmentations du fait de ces provisions que vous devez faire, mais vous devez en tenir compte de ces nouvelles provisions, évidemment, dans la masse salariale. Autre préconisation, c'est de négocier avec vos contrats de mutuelle et de prévoyance, voire de branche, à voir avec Nancy. Et pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises, il y a des branches, et il y a des entreprises qui se saisissent. Je ne sais pas si vous savez, mais une des demandes et des revendications de la CPEM, qui était très intéressante, c'était de dire, avant que la loi ne sorte, entre tout cet épisode législatif, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, avait proposé et avait demandé que les CPAM qui sont créditrices prennent en charge les CP afférents aux congés payés, à la maladie. Ce n'était pas complètement idiot. Bon, alors, je vous le dis, ce n'est pas passé. Alors, le lobbying est encore en cours, mais la CPEM avait proposé cette idée, c'est-à-dire que les CPN prennent en charge également les 10% afférents. Ça n'est pas passé, mais toujours est-il que vous pourriez tout à fait, dans le cadre d'une négociation de renouvellement de contrat ou pas, de négocier avec vos contrats de mutuelle et de prévoyance. Vous avez également pour les caisses de congés payés un vrai sujet. Le vrai sujet, pourquoi? Parce que je vous rappelle que c'est les caisses de congés payés qui règlent, mais elles n'ont pas provisionné les charges sur les CP qu'elles vont régler sur les arriérés de CP. Ça va être un vrai sujet. Donc là, vous avez une vraie négociation à faire. Quid? Alors, je pense que Nancy, tu vas te saisir de ça, hein, on en parlera si tu veux. C'est un vrai sujet. En tous les cas, quand je vous dis ne vous précipitez pas à régulariser, il y a encore un enjeu aussi, parce que tous ceux qui sont affiliés à une caisse de congés payés, c'est quoi l'intérêt pour vous? Ne réglez pas, parce que vous allez appeler en garantie les caisses de congés payés. Parce que ce n'est pas à vous. Et là, il va y avoir un vrai sujet, effectivement. Donc, si vous avez, vous, une demande d'arriéré de CP, vous allez jusqu'au CP, vous appelez en garantie, en tous les cas, vous mettez dans la cause la caisse de congés payés. Et là, c'est pour ça que je dis effectivement, Nancy a parfaitement raison. Ce n'est pas fini, c'est un vrai sujet qui est ouvert. Ensuite, évidemment, revoir le processus des congés payés, c'est évidemment certainement le point le plus important, et cette obligation d'information. Alors, évidemment, obligation d'information qui, normalement, s'agissant d'une réorganisation, une mesure liée au travail effectif, de savoir si vous associez, si vous attendez que les OS vous interrogent ou pas. Donc, je ne sais pas si dans vos entreprises, les OS vous ont déjà sollicité. Ensuite, dernière préconisation, c'est éventuellement d'associer votre branche, mais je suis sûre que Nancy sera très joueuse, au lobbying européen qui est en train de se faire pour revoir, parce qu'effectivement, nous avions l'obligation, quand je dis nous, c'est l'État français. On a eu un délai qui est quand même de 2009 jusqu'à 2023. On a évidemment, tout le monde fait des économies, les entreprises ont fait des économies. Vous savez que c'est un syndicat qui, Cour d'appel de Versailles, débouté, a été en Cour de justice européenne pour revenir à la Cour de cassation en septembre 2023. Donc, on a quand même eu une épée Damoclès avec un arriéré qui n'a pas été réglé finalement. Pour autant, les organisations syndicales, dans beaucoup de branches, se rendent compte aussi de la perte d'attractivité du statut salarié. Et c'est un vrai objet de négociation, donc à voir si la branche s'associe au lobbying européen, qui est en cours en tous les cas. Voilà. Ensuite, dernière préconisation, évidemment, c'est revoir le processus des congés payés, dénoncer, voir vos contrats de mutuelle et de prévoyance. Ensuite, dernière préconisation,
c'est fiscalement, je vous rappelle, alors ce n'est pas vraiment ma matière, mais là, c'est évidemment pas un non-sujet, vous le savez, c'est que vous devez mettre cela en provision. En gros, je vous ai mis pour les arrêts de travail enregistrés depuis septembre 2023 et ceux en cours, vous devez faire en sorte que les salariés continuent d'acquérir des droits. Vous allez les régler, mais pour les anciens, à voir si vous les mettez en provision litige. Pour les salariés qui ont quitté l'entreprise depuis plus de 3 ans, il n'y a pas de passif qui devrait être à contester, mais si vous avez décidé avant la clôture des comptes de créditer, vous devez ajuster les provisions. Donc fiscalement, il y a un vrai sujet. Je vous ai même mis les lignes que vous devrez faire apparaître, à voir effectivement là encore. Mais en tous les cas, en ce qui me concerne sur le régime des provisions, à mon avis, c'est des provisions pour litige, parce que en l'absence de demande d'information formalisée contre l'entreprise à la clôture, la provision n'est pas en principe déductible fiscalement. Voilà. Donc, il faut se préser sous la provision pour litige. Voilà. Sur mes préconisations. Alors, les questions les plus fréquentes que vous avez posées, on en a déjà vu pas mal. Je vais les lister très vite, mais encore une fois, là, je vous ai mis des slides et on vous a préparé avec Nancy un feuillet beaucoup plus complet de ce que je vous affiche. Donc, tout sera détaillé avec des exemples. Et pourquoi je n'ai pas voulu afficher? Parce que j'avais envie que vous m'écoutiez. Donc, voilà. Donc, le premier exemple, la première question, c'est, on l'a déjà évoqué dans ma première infographie, un salarié est absent pour cause de maladie 2 semaines sur 1 mois. Quel nombre de CP dois-je créditer à son compteur? Alors, je vous pose cette question parce que c'est posé la question. Pour tous les avocats travaillistes, on s'est fait des nœuds dans la tête. Vous avez dû voir comme moi que la loi précise que c'est 2 jours dès 1 mois d'arrêt maladie. Doit-on proratiser ou pas? Sachant que normalement, sur 52 semaines, 48 travaillés et le reste en CP, le législateur n'a pas précisé, donc a priori, il faut proratiser. Donc, le salarié, là, dans ce cas-là, il aura pendant 2 semaines acquis au prorata 2 jours et demi pour la période travaillée et 2 jours pour la période non travaillée, même si la période de maladie est inférieure à 1 mois. C'est là où je veux en venir, en fait. Autre question, la limitation à 24 jours ouvrables de CP par an pour les périodes de maladie non professionnelle est-elle applicable si le salarié est absent qu'une partie de l'année? Oui, effectivement, je vous ai donné un exemple. Imaginons qu'un salarié travaille 6 mois, donc il a 6 fois 2 jours et demi, et puis il s'absente 6 mois pour maladie non professionnelle, il a donc 2 jours. Est-ce qu'on additionne les 2 compteurs? Oui, mais warning. Attention, je vous rappelle cet article qui dit que pour tout l'arriéré jusqu'à septembre 2023, si vous faites le cumul des compteurs, ça sera gapé à 24 jours. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir faire attention quand vous allez recevoir des demandes. Jusqu'à avril 2024, vous allez cumuler, mais dans le cas d'après, par exemple, là, je vous le montre, si c'est postérieur à la loi, il a le droit à 27 jours de congé. Mais si c'est antérieur à la loi, vous gapez à 24 jours. Pour ça, je vous dis, il faudra être attentif quand vous allez recevoir. D'autres questions que vous allez vous poser. Les règles d'acquisition s'appliquent-elles aux congés pour ancienneté, RTT, jours non travaillés? Non, c'est archivu. C'est posé, c'est uniquement les congés payés pour maladie. Donc, pour tous les autres, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de bouleversement. Pour ces autres jours de repos, voilà, vous restez vigilant. Vous avez votre 12e, 13e compteur CP. C'est pour ça que ça va être très compliqué. Mais en tous les cas, il n'y a pas de règle de report pour eux. Alors, concernant le report, que faut-il entendre par période de prise des congés payés? Je vous rappelle que la période de prise des congés payés, histoire de s'amuser un peu plus, est différente de la période d'acquisition des congés payés. Ça veut dire donc que sur cette période d'1 an, une partie du congé légal doit être pris entre le 1er mai et le 30 octobre. C'est en plus la période de prise du congé principal. Donc, vous avez la période d'acquisition, vous avez la période de prise qui était dans mes infographies. J'en vois qui sourient, qui sont dégoûtés là sur les têtes. Donc, vous allez vraiment faire très attention aussi, vous rappelant, je l'ai fait un petit peu en warning tout à l'heure, qu'une période de prise peut être différente par accord collectif,
C'est-à-dire que vous pourriez décider, pour arrêter de vous prendre la tête, de faire coïncider les compteurs dès lors qu'à minima, vous avez toujours une période de congé principal avec le rappel du congé principal particulier dans votre convention collective et les éventuels jours de fractionnement. D'accord? Autre question. Faut-il, quand vous faites les reports, est-ce qu'il faut faire une distinction selon leur date d'acquisition? Non. La loi ne modifie pas la règle selon laquelle la période de prise de congé correspond à ceux au cours d'une période précise à laquelle elle est liée. Donc, à notre sens, peuvent être reportés les congés payés de la période concernée pour deux raisons. D'une part, parce que tant qu'il n'a pas été dans l'impossibilité de les prendre, ils sont reportés. Et ensuite, parce qu'on peut utiliser la période de référence, donc aucun problème. Autre question. Alors, c'était mon infographie que je vous ai donnée beaucoup plus détaillée. Si, c'est la question que vous me posez tous d'ailleurs, il a été reporté, mais il est toujours maladie, est-ce que ça reporte? Eh bien là, vous avez compris, ce n'est pas un droit perpétuel. Donc, il y a des verrous à cette loi. Évidemment, ça ne reporte pas. La question, c'est dois-je reporter à nouveau des CP déjà reportés si une nouvelle période de maladie survient avant que ces congés n'aient été pris? Non, c'est parfaitement contraire à l'esprit de la loi et qui, dans certains cas, pourrait conduire à un report de CP dans des délais complètement déraisonnablement longs. C'est vraiment ça qu'a permis la loi, les verrous. Il n'y a pas de droit ad vitam à congé payé. Ils sont purgés, passé le délai, s'ils ne sont pas pris. Du fait de l'employeur, du fait de la maladie, pas du fait de l'employeur, du fait du salarié, du fait de la maladie, c'est purgé. Il n'y a donc pas report des CP acquis sur les 15 mois. Donc, ils sont purgés. C'est des droits qui sont définitivement perdus. Ensuite, si un salarié n'a pas pu prendre ses congés payés en raison de la maladie ou d'un accident et revient à son poste avant la fin de la période des prises de congés payés, peut-il le reporter? Oui, je vous avais fait l'infographie, il y a deux distinctions. L'employeur peut décider de les faire prendre avant la fin de la période, ou alors, d'un point de vue opérationnel, c'est compliqué, il peut décider de les reporter. Si je peux me permettre, encore une fois, compte tenu de tout ça, d'où l'intérêt, à mon avis, pour 2 ans, à voir chez vous, sauf les très grandes entreprises, accumuler ces règles avec l'usage de report des CP non pris d'une année à l'autre. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire, c'est à l'entreprise de voir en fonction de l'activité, du planning, de la date à laquelle il revient jusqu'à ou non, près de la fin ou non de la période d'acquisition. Alors, comment informer le report des CP? Je m'en suis expliqué. Le législateur ne le précise pas, mais concrètement, c'est par une information sur le bulletin de paye. Ça suffira dès lors que vous pouvez justifier. Se pose la question, comment vous communiquez le bulletin de paye à vos salariés? Il faut en tous les cas, parce que c'est une question qui s'est déjà posée, en tous les cas, il faut que vous ayez la traçabilité de la preuve de la réception de cette information, donc la preuve et la traçabilité de la preuve de l'information qui est contenue dans le bulletin de paye par votre salarié. Donc, ça va jusqu'à là. Donc, si vous mettez sur un coffre-fort, comme c'est souvent le cas, les bulletins de paye, est-ce qu'il y a un accusé de lecture? S'il n'y a pas d'accusé de lecture, ça ne vaut pas information. Si vous les envoyez par mail, ça ne vaut pas information s'il n'y a pas accusé de lecture. Comme je sais que dans surtout de nombreuses entreprises qui m'écoutent et qui sont des grosses entreprises qui ont un coffre-fort sur lequel tout est mis, soyez très vigilants et reparamétrez avec un accusé de lecture le bulletin de paye. Alors se pose une autre question, oui, mais si mon salarié il reçoit son salaire, il est content, il ne va pas vérifier son bulletin de paye, donc je n'ai pas d'accusé de lecture, eh bien l'information vous incombe quand même. Donc à vous de lui demander de cliquer ou de paramétrer. Donc c'est ça, la charge de la preuve repose sur vous encore une fois. Alors, faut-il informer le salarié même si la durée de son absence a été de très courte durée? Oui, évidemment. C'est 3 jours. Alors, se poser la question, justement, puisque le législateur a dit qu'il a 2 jours dès 1 mois, mais ça sera au prorata. Donc, oui, quelle que soit la durée de l'absence, effectivement, il faut notifier l'information. Ensuite, la loi est-elle rétroactive? Eh bien, écoutez, oui, vous avez bien compris, rétroactive pour le salarié en poste avec un délai de rétroactif jusqu'à 2009. Là, il n'y a plus débat du tout. Avec les verrous des reports de 15 mois dès que vous aurez notifié les arriérés, mais vous allez attendre pour les arriérés avant avril 2024. Et donc, il y a ce premier verrou.
forclusion 2 ans pour les réclamer, mais effectivement, ça remonte jusqu'à 2009. Par contre, ça ne remonte pas jusqu'à 2009. Pour les salariés qui sont partis, qui ne sont plus au sein de vos effectifs, il y a la prescription de 3 ans. C'est 3 ans uniquement d'arriérés. Alors déjà, pour l'instant, c'est uniquement les salariés qui sont quittés depuis 2021. Et ils ne pourront pas remonter sur les arriérés les maladies antérieures à 2021. Alors, autre question, vous avez dû lire ou voir, je ne suis pas persuadée que vous ayez lu, ou sinon bravo si c'est votre lecture du soir, le texte de la loi prévoit cette rétroactivité pour les maladies non normales. C'est pas qu'il y en ait une normale ou pas normale, mais pour les maladies non professionnelles ni en accident du travail, rétroactivité pour le salarié en poste, puisque celui qui est plus en poste, de toute façon, il y a la prescription de 3 ans. Rétroactivité jusqu'à 2009. Se pose la question, puisque le législateur n'a pas prévu de rétroactivité pour les maladies accidents du travail et maladies professionnelles. Ça sous-entendrait qu'il ne peut pas rétroagir. C'est évidemment très déraisonnable. En tous les cas, la loi ne l'a pas prévu. Donc, c'est pas prévu, ne régularisez pas sur ce cas-là. Mais c'est pour ça que je vous dis, ne réglez pas spontanément. Le législateur n'a pas prévu la rétroactivité pour les périodes AT et maladies professionnelles du salarié en poste. Très bien. N'empêche qu'il est quasi évident, et il serait déraisonnable de ne pas l'imaginer, que les salariés concernés qui ne peuvent pas se prévaloir de cette loi de toute façon vont se prévaloir des arrêts de la Cour de cassation de septembre 2023, ainsi que des arrêts de la Cour de justice européenne, et que ça donnera une loi supplétive qui va rajouter à ceux qui manquent à cette loi. Je continue sur mes questions. Pour les salariés ayant quitté l'entreprise, à partir de quand s'applique le délai de 3 ans? Bien, ces 3 ans, voilà, rupture du contrat de travail. Dans son avis, le Conseil d'État prévoit que de toute façon, la prescription triennale est de nature à faire obstacle aux actions en cours à venir engagées par des salariés ayant quitté l'employeur plus de 3 ans. C'est ce texte qui s'applique et c'est pour ça que c'est gapé à la prescription de 3 ans. Faut-il régulariser? Alors, la grande question, faut-il régulariser? Alors, certaines entreprises procèdent déjà à des audits pour évaluer le passif. Peu décident de régulariser rétroactivement. Le pire, c'est ceux qui ont régularisé depuis 2023 sur la base de 2 jours et demi, puisque c'était l'arrêt de la Cour de cassation. On n'avait pas encore la différence entre 2 jours. Ah, j'ai vu quelqu'un qui a fait ça. Il y a des entreprises dès la Cour de cassation qui ont régularisé 2 jours et demi jusqu'à du délire. Évidemment, il fallait attendre. Enfin, on ne pouvait pas savoir ce processus législatif. Moi, je pense qu'il faut attendre les réclamations sur le sujet, ne pas aller en procédure. Il faut attendre les demandes, les examiner, les auditer, faire vos calculs sur les règles applicables, les délais applicables, les reports applicables. Et malheureusement, évidemment, ou heureusement, je suis pour le dialogue social, donc voilà, il est probable que les représentants du personnel mettent à l'ordre du jour ce sujet et sollicitent une réunion avec la direction. Il y a un point qui est clair, c'est que, je vous rappelle, tout ce qui concerne les congés payés est d'ordre public. Donc, vous ne pouvez pas négocier là-dessus. Ça fait partie, vous savez, du bloc des dispositions d'ordre public de la loi et des CCN. On ne peut pas négocier là-dessus. Et est-on certain de la non-rétroactivité de la loi pour les arrêts de travail et maladies professionnelles? C'est ce que je vous ai expliqué avant. La loi n'a rien prévu, mais comme je vous dis, c'est quasi certain que les salariés vont agir sur la jurisprudence. Alors, dernier petit point, il y a des conventions collectives ou des accords collectifs, et j'en connais certains pour les entreprises là, qui prévoient et qui ont prévu que sont déjà considérées comme du temps de travail effectif certaines périodes de maladie. Votre article 7, notamment, peut poser question en son libellé de la CCN sur les arrêts maternité qui renvoient aux modalités de calcul. Mais en tous les cas, il y a des accords collectifs plus favorables parfois. Certaines conventions collectives, par exemple celle de la métallurgie, elles le prévoient déjà que le temps de travail compte comme du temps de travail effectif et donne droit à l'acquisition de congés payés.
C'est aussi une question qui se pose aujourd'hui. Quid? Puisque vous avez donc des accords collectifs qui prévoient 2 jours et demi, comme c'est considéré comme du temps de travail effectif et que le temps de travail effectif, bah, c'est 2 jours et demi par mois. Est-ce que vous allez garder vos accords collectifs en l'état ou faire des avenants et dénoncer un nouvel accord pour dire que maladie pro AT, ça sera 2 jours et demi et maladie non pro 2 jours, à voir avec les organisations syndicales dans le cadre d'une négociation, à voir. À voir également au niveau de la branche ce qui se passera sur votre convention collective sur les éventuelles mises en conformité, mais de toute façon, la loi étant d'ordre public concernant les congés payés, elle s'appliquera. Mais il y aura effectivement des ajustements à faire assez précis. Un dernier point, on m'a beaucoup interrogé sur, là je vous ai parlé des jours ouvrables à chaque fois, mais comment ça se passe quand je veux convertir des jours ouvrables en jours ouvrés? Parce qu'avec cette réforme sur les CP acquis pendant maladie, la question des conversions des 2 jours ouvrables en CP ouvrés se pose. C'est une vraie question. Je vous rappelle très rapidement le principe. Le décompte en jours ouvrables, c'est 2 jours et demi par mois de travail effectif ou assimilé, hors maladie pro, 30 jours par an, et depuis 2 jours en plus par mois pour les maladies pro, dans la limite de 24 jours, mais qui se cumulent avec les autres CP. Et on a toujours la faculté de décompte en jours ouvrés. Par exemple, il est possible de décompter, ça donne 2,08 jours ouvrés pour un mois de travail effectif ou assimilé, hors maladie pro, bien entendu, dans la limite de 25 jours ouvrables par an, ce qui va toujours correspondre à 5 semaines de CP. Alors concrètement, pour les arrêts et maladies non professionnelles, parce que la règle pour les 2 jours et demi avant, vous la connaissiez déjà, puisque vous l'appliquiez sur le délai de 1 an pour les maladies pro. Comment on va trouver l'équivalent en jour ouvré pour les 2 jours acquis pour maladie non pro ni accident du travail? Alors, première méthode, c'est le rapport au 5/6e. Je sens que vous allez m'adorer. Donc, c'est-à-dire que pour passer de 30 jours ouvrables à 25 jours ouvrés, je vous ai donné la méthode de calcul. C'est 30 jours fois 5/6e, on aboutit à 25 jours. Et on fait pareil pour les transposer à 24 jours. Je vous rappelle le gap pour maladie non pro ou ni accident du travail. Et idem, pour transposer les 2 jours ouvrables par mois ouvrés, on fait 2 jours fois 5/6e. Je vous rassure, ça va également vous être communiqué. Hein. Voilà, une autre méthode. Je vous ai rappelé que la loi a posé le prorata de l'indemnité de CP, puisqu'on passe de 100 à 80%. Ben, les 24 jours ouvrables, ça correspond à 80% de 30 jours. Donc, 5 semaines de CP. Et donc, les 2 jours ouvrables par mois correspondaient à 80% fois 2,5 jours. Du coup, si 25 jours ouvrés de CP correspondent à 5 semaines, ben vous avez 80% des 25 jours ouvrés, ça fait 20 jours de CP ouvrés, si vous êtes en calcul de méthode. Bon, alors évidemment, vous connaissez, on évite la deuxième méthode parce qu'on est sur l'arrondi, ou alors on revient à plus de décimales. Et donc, il faut vous diviser les 25 jours du CP par mois. Voilà, voilà toutes mes explications très techniques. Donc, c'est beaucoup d'informations. Je suis toute rouge, je vous ai donné beaucoup d'informations. Mais je pense qu'il va y avoir des questions, peut-être des questions auxquelles je pourrais répondre, peut-être des questions auxquelles j'ai déjà répondu, je l'espère, et des questions où peut-être je ne pourrai pas répondre spontanément et sur lesquelles il faudra que je me creuse la tête, hein, parce que c'est un vrai casse-tête pour vous, pour moi, de mettre en application et en schéma ces nouveaux calculs. Mais je suis à votre écoute. Alors pour les autres questions, alors certaines ont déjà fait l'objet de réponses ou seront dans la présentation. Sinon, je vous invite à nous les adresser par mail ou à votre interlocuteur TLF habituel. On tâchera d'y répondre du mieux possible. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Je remercie énormément Marie-Laure pour son intervention. J'espère que comme moi, vous l'avez trouvé très clair malgré la complexité du sujet. Donc, comme indiqué, ce webinaire sera en replay sur notre site internet en partie adhérent et nous vous renverrons l'information dans l'actu sociale comme à l'accoutumée. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous tous. Au revoir.